tout cela peut profiter ou pas au Premier ministre, celui qui est en poste, celui qui gère donc ces événements, et Benyamin Netanyahou. On va en parler avec nos invités depuis Paris. Je salue Meir Habib, député des Français de l'étranger, bonsoir, qui est également, on le sait, un proche de Benyamin Netanyahou. Avec nous ici en studio à Tel Aviv, Colette Avital, bonsoir. Vous êtes ancienne consul d'Israël à New York et ancienne députée travailliste. Et puis Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors, Colette Avital, j'aimerais avoir votre avis, déjà en tant que diplomate. Est-ce que vous trouvez que ce qui a été fait cette semaine va profiter dans ce contexte électoral au Premier ministre en poste, c'est-à-dire à Benyamin Netanyahou, ou que ça ne sera pas automatique? Qui se passe à Gaza, je crois que ça préoccupe le public israélien davantage. Et je crois qu'il faut aussi penser aux retombées de toute cette affaire, surtout aux retombées dans le monde arabe. Meir Habib, depuis Paris, est-ce que vous pensez que Netanyahou va capitaliser tout ce qu'il a géré cette semaine, et notamment ce qui s'est passé à Washington? Si vous me permettez, mon cher Jean-Charles, bonsoir à tous. La première des nouvelles, c'est d'abord que le Golan va rester pour l'éternité aux mains d'Israël. Ça, c'est une nouvelle extraordinaire, une nouvelle magnifique. Et lorsque je vois que chez nous, en France et en Europe, on condamne, on préfère laisser le Golan à un boucher qui a fait 800 000 morts, et que lorsqu'on voit quel est l'état du Golan du côté syrien et l'état du Golan du côté israélien, où il y a des vignes, où il y a de la vie, où il y a des crèches, où c'est extraordinaire, je dis d'abord la première des nouvelles, et bravo à la diplomatie de Benjamin Netanyahou, et merci au président des États-Unis, parce que je considère que pour tous les démocrates, c'est une nouvelle extraordinaire. Alors, est-ce qu'il va capitaliser? Je pense que les Israéliens ne sont pas aveugles. Je pense qu'ils voient l'état du pays, l'état au niveau économique, l'état au niveau sécuritaire. Quand je pense, Jean-Charles Banoun, que ses opposants ont parlé d'isolement international il y a quelques années. Ce que disait Tzipi Livni, il y a un isolement international. Dans quelques jours va arriver le président du Brésil. Semaine après semaine, les ambassades sont transférés à Jérusalem. L'Afrique, les pays africains sont à la queue leu pour rencontrer les Israéliens. L'Inde, le Japon, la Chine, la Russie, c'est des succès extraordinaires. Après, ce sera aux Israéliens, évidemment, de juger. En tout cas, le bilan diplomatique, le bilan sécuritaire, je persiste à dire, ma Colette Avital parlait de sécurité. Et moi, je persiste à dire qu'il n'y aurait rien de plus facile pour un Premier ministre d'envoyer les troupes au sol et de rentrer dans Gaza, etc. Mais ça, c'est la vie de dizaines, de centaines de soldats qui sont en jeu. Et il faut de la responsabilité. Et il ne s'agit pas aujourd'hui, bien sûr qu'il y a eu des dommages, bien sûr que c'est compliqué, mais je crois aujourd'hui que Benjamin Netanyahou, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été élu à 4 reprises, et peut-être à 5 reprises, ça c'est les Israéliens qui vont décider. Mais la situation sécuritaire n'a jamais été aussi bonne. La situation économique n'a jamais été aussi bonne. Je crois que son bilan est remarquable, il est extraordinaire. Alors on passe son temps à lui donner des coups à droite et à gauche, pas sur sa politique. D'ailleurs, vous l'avez dit parfaitement au début dans votre reportage, on parle très peu de politique. Moi j'aimerais bien savoir si Benny Gantz veut oui ou non deux peuples pour 2 États. Si oui ou non pour lui il faut rentrer ou pas à Gaza, parce qu'il est attaqué en permanence. Et je crois qu'au niveau de ses résultats, ils sont extraordinaires. Alors, Emmanuel Navon, votre sentiment, vous, est-ce que Netanyahou, cette semaine, a marqué des points importants dans cette campagne avec ses résultats aux États-Unis et puis la manière dont il gère cette situation à Gaza? Je pense que tous les Israéliens, quel que soit leur bord politique, comprennent que le Golan doit rester sous souveraineté israélienne. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait quelqu'un de raisonnable en Israël qui pense qu'en se retirant du plateau du Golan, on aurait la paix avec la Syrie. Donc là-dessus, il y a un consensus très large en Israël. Ça n'est pas une question de droite et de gauche. Et d'ailleurs, je remarque que la personne qui a le plus agi pour qu'il y ait cette reconnaissance formelle des États-Unis sur la souveraineté israélienne sur le Golan, une des personnes qui a le plus agi, est l'ancien secrétaire du gouvernement, du deuxième gouvernement Netanyahou en 2009, Tzvika Hauser, qui est aujourd'hui candidat sur la liste bleu-blanc de Gantz. Donc ça n'est pas une question de droite et gauche, c'est une question consensuelle. Mais ça n'est pas non plus une question, aucun Israélien ne pensait non plus qu'il y allait avoir des pressions pour qu'Israël se retire du Golan. Donc ça n'est pas quelque chose qui en Israël est perçu comme un acquis extraordinaire, parce qu'encore une fois, on n'était pas à la veille... Très peu, c'est ce qu'a déploré Netanyahou. Exactement, parce qu'on n'est pas du tout à la veille d'un retrait
du Golan. D'ailleurs, Netanyahou lui-même a négocié pour un retrait du Golan lorsqu'il était Premier ministre entre 1996 et 1999, par le biais de Ron Lauder. Donc, dans le passé, il a négocié pour se retirer du Golan. Aujourd'hui, effectivement, c'est consensuel qu'on ne se retirera pas du Golan. Ça n'est pas, je dirais, quelque chose de révolutionnaire parce qu'on n'était pas à la veille d'un retrait, on n'était pas dans des négociations, contrairement à ce qui était le cas entre 1996 et 1999. Ce qui concerne les Israéliens aujourd'hui, c'est surtout ce qui se passe à Gaza. Et ce qui se passe à Gaza, c'est une situation dans laquelle les habitants des alentours de Gaza vivent une situation intolérable, où ils vivent dans les abris, il y a sans cesse des alertes, et les missiles maintenant arrivent jusqu'à Tel Aviv. C'est ça le véritable problème. Alors évidemment, personne n'a de solution miracle. Le retrait de la bande de Gaza en 2005, pour lequel Netanyahou a voté, il a voté en faveur du retrait de la bande de Gaza en 2005. On voit les résultats aujourd'hui. Et je pense qu'encore une fois, il n'y a pas de solution miracle pour Gaza. Mais je pense qu'il serait souhaitable, à côté d'une politique ferme, et il faut une politique très ferme, contre la bande de Gaza, dans le cadre du fameux plan dont Trump nous parle tellement et qui devrait être présenté après les élections, qu'il y ait une stratégie sur la bande de Gaza. Une stratégie dans laquelle on pourrait essayer, avec l'Égypte, les États-Unis et les pays du Golfe, de réouvrir la frontière entre Gaza et l'Égypte. Parce que cette ouverture, elle doit se faire vers l'Égypte, pas vers Israël, évidemment, pour à la fois soulager la situation humanitaire sans mettre en danger la situation sécuritaire d'Israël. Il faut réfléchir à une stratégie à long terme sur Gaza, en sachant très bien qu'il n'y a pas de solution simple, parce que Gaza, c'est un sujet extrêmement complexe. Coletta Vital. Je suis parfaitement d'accord sur ce qui a été dit par Emmanuel. J'aimerais quand même revenir sur le Golan. Bien sûr, il y a consensus. Bien sûr, figurez-vous qu'il n'y aurait pas maintenant... Le Golan ne serait pas entre les mains israéliennes aujourd'hui dans la situation qui existe en Syrie. Heureusement que nous sommes là et heureusement que nous pouvons intervenir. Mais je crois qu'il faut aussi penser un tout petit peu à ce qui se passe dans la région. Ce qui se passe dans la région, immédiatement, et je ne fais pas de propagande électorale pour qui que ce soit en ce moment, ce sont plusieurs choses. C'est d'abord le fait que non seulement l'Europe, etc., condamne, et les Nations Unies, passons, nous connaissons tout cela, mais aussi les pays arabes qui étaient plus ou moins alliés à Israël, dont l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, on fait un communiqué pour dénoncer. Oui, alors vous avez l'Arabie Saoudite et le Bahreïn. Et le résultat, c'est qu'au lieu d'attirer l'attention sur les atrocités que la Syrie ou que Assad commet en Syrie, le monde maintenant parle du Golan. Et donc, on détourne l'attention de ce qui se passe en Syrie, premier. Deuxième, c'est que vous voyez, au fait, le fait que Trump et les Américains aient commis cet acte de reconnaissance jette un peu plus Assad dans les bras des Iraniens et des Russes. Et troisièmement, je crois qu'il faut aussi comprendre que les pays arabes, au fait, se voient maintenant, ceux qui n'étaient pas du côté de la Syrie, se voient maintenant contraints de soutenir la Syrie. Donc, d'une manière assez étrange, au lieu de gagner quelque chose, et je ne parle pas si oui ou non, jamais il y aura des négociations ou pas, ce qui rend les négociations à long terme complètement impossibles aujourd'hui, je parle du fait que les pays arabes avec lesquels nous pouvions compter se détournent d'Israël et se réalignent avec la Syrie. Et c'est ça, je crois, en premier lieu, ce qui m'inquiète. Ouais. Meir Habib, depuis Paris. Moi, j'écoute avec attention vos invités. J'ai écouté M. Navon, votre invité. Et je ne sais pas quel Emmanuel Navon je dois écouter. Celui qui s'est présenté au Likoud, qui a perdu, hélas. Je crois que la frustration et l'aigreur ne sont pas des bons amis. Est-ce que c'est Emmanuel Navon qui disait sur votre plateau il y a quelques semaines, il disait Israël peut être fier d'avoir comme Premier ministre, car l'histoire lui a donné raison, contrairement à ce que beaucoup d'en moi pensaient. Et ça, c'est ce qu'il disait sur votre antenne et ce qu'il m'a tweeté, parce qu'il postulait un poste et il n'a pas été nommé. Donc, moi, ce que j'appelle ça un petit peu en français, on appelle ça une girouette. D'aller un coup d'un côté, un coup de l'autre, selon la perception personnelle qu'on a par rapport à une nomination ou à une autre. Je le regrette.
parce que c'est un garçon de grand talent qui est un. Il n'a pas été élu au Likoud, c'est démocratique. À la différence aux autres partis, il s'est présenté, il a perdu. Mais là, il passe son temps et il a le droit. Il a le droit. Mais simplement, je veux savoir quel Emmanuel Navon je vois. Celui qui passe son temps à taper sur Netanyahou sur votre antenne, ou celui qui l'encensait il y a quelques semaines encore, en direct au téléphone avec moi, avec beaucoup d'amis, et sur votre antenne. Donc là déjà, moi j'ai un souci. Celui qui pense que Netanyahou soudainement est devenu coupable, il n'a même pas le droit à la présomption d'innocence, alors que c'est le même Emmanuel Navon qui était avec moi sur un plateau, il y avait François Fillon à l'époque, qui avait des accusations bien plus importantes à l'époque, même si jamais il n'a pas été condamné, mais il avait aussi le droit à la présomption d'innocence, et qui était avec moi pour le soutenir sans le moindre souci. Donc je voudrais comprendre quel Emmanuel Navon, qui est votre invité, qui a le droit d'avoir changé, est aujourd'hui sur le plateau, quoi. Ouais.